Salut! Je vous embarque dans un nouveau vlog chaotique. Vous avez un peu l'habitude maintenant, donc c'est pas trop grave. Avec la chaleur pour l'instant, c'est pas très facile de profiter de son été, n'est-ce pas? Donc ça c'est pareil, on espère que la pluie arrive. Et du coup, j'ai envie de lancer une petite série de vlogs. Je sais pas s'ils vont être très réguliers, je sais pas combien de... Enfin, ce que je mettrai dedans ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de lancer des petits summer vlogs, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et on se retrouve avec la première bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire je suis allée en librairie pour chercher Land de Maggie O'Farrell, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, parce que très envie de lire ce livre et je m'étais dit peut-être que ça va me rebooster parce que c'est que un seul achat et que ça va pas trop plomber ma pile à lire. Et du coup, je suis revenue avec tout sauf Land. Qui est surpris? Qui est surpris? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis un peu dégoûtée. Il aurait fallu que je commande Land et du coup ça aurait été la version la plus raisonnable. Mais maintenant vous me connaissez peut-être un petit peu, je suis pas très raisonnable. Donc voilà, donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai trouvé quand même, parce que ça peut être intéressant de vous montrer pourquoi j'ai craqué. Le premier c'est Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, qui a été traduit par Marie Chamin. C'est dans la collection Babel chez Actes Sud. Et en fait, je vais pas vous représenter Charlotte McConaghy, j'ai adoré Migration. Du coup, j'avais envie de lire ses autres livres. Celui-là, j'aime particulièrement le titre et je trouve la couverture très belle. Du coup, je l'ai embarqué. Je l'ai embarqué avec moi. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est que je tomberais sur la version anglaise de son dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Wild Dark Shore, de toujours la même autrice du coup. Et il a été traduit en français sous le titre Les fantômes de Sherwater, qui a été et ça a été publié chez Actes Sud aussi, je crois. Je vous mettrai la couverture. Et en fait, mon côté très superficiel n'aime pas cette couverture et ce titre français. Du coup, je m'étais dit, si jamais je me lance, ce sera sur la version originale. Et en fait, elle a sauté dans mes bras. Elle a sauté dans mes bras. Non, en vrai, j'aime beaucoup vraiment cette couverture. Sauf la petite pastille, là, mais elle est imprimée. Donc ça, c'est... Les éditeurs, faut que vous arrêtiez de faire ça, c'est insupportable. Et du coup, voilà. Donc ça me permettra de découvrir aussi la plume de l'autrice en version originale, ce qui peut être pas mal. Donc je me dis, why not? Ensuite, on a... Alors ça, c'est une histoire. À chaque fois que je vais en librairie avec une amie, on passe devant ce livre et à chaque fois elle me dit ça c'est trop bien, vraiment trop, j'ai trop adoré, je me suis amusée, c'est vraiment une super lecture. Et à chaque fois je lui dis et je prends pas le livre, je passe à autre chose. Et en fait, je crois que même j'ai l'audace de lui dire oui tu me l'as déjà dit. Et où tu me le dis à chaque fois, bref, vraiment une amie en or. Et du coup, je me suis dit, cette fois-ci c'est la bonne, je me lance. C'est The Trouble with Goats and Sheep de Joanna Cannon. C'est un livre dont l'intrigue se passe en plein été, en Angleterre, si je dis pas de bêtises, dans les milieux des années 70. Et en gros, c'est la vie d'un petit quartier résidentiel et il y a une des résidentes qui disparaît. Et du coup, on va suivre chacune des familles qui composent ce quartier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le ton a l'air très... ça a l'air très anglais, enfin... je sais pas trop comment expliquer. En lisant le résumé, ça m'a donné un petit peu l'impression de l'ambiance de Tamara Drew, le film avec Gemma Arterton, je sais pas si vous l'avez vu. C'est pareil, il y a une espèce de petite enquête avec des histoires de voisinage, des petits scandales inhérents à un petit village. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la même histoire avec deux jeunes filles un peu désabusées, etc. Ça se trouve, je me plante complètement, mais c'était l'idée que ça me donnait. J'ai commencé à lire les premières pages pour voir ce que c'était et en fait il me semble que c'est en pleine canicule, donc je vous avoue que je suis pas sûre que c'est une lecture d'été, c'est une lecture estivale, mais je vais peut-être attendre que ça se rafraîchisse un petit peu avant de relire à propos d'une canicule, parce que là on surchauffe.
Et enfin, ça c'est un livre que j'avais repéré chez une youtubeuse que j'aime bien. Il n'a pas été traduit en français, ça c'est sûr, parce qu'il vient de sortir. Mais du coup, je me suis laissée tenter par Almost Life de Kiran Millwood Hargrave. Kiran Millwood Hargrave, elle a écrit Les Graciés et La Danse des damnés, qui sont deux romans historiques à l'époque médiévale. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé Les Graciés à l'époque. Et du coup, là, on se situe à Paris, plein été, fin des années 70. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a un thème. C'est deux femmes qui vont se rencontrer et qui du coup vont développer une relation. Et bravo les lesbiennes déjà pour commencer. Et j'avais envie de lire l'autrice dans un cadre un peu plus contemporain parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Les Graciés et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et c'était surtout un lot de consommation pardon, parce que je n'ai pas trouvé Land de Maggie O'Farrell. Il faudrait que je le commande, mais du coup, vu que j'ai craqué là pour 4 livres qui n'étaient pas prévus, je vais pas commander tout de suite. Hein. Du coup voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien de plus, je vous ai parlé des livres. Non. Ah si, bah oui, du coup j'ai acheté des livres et j'ai une pile à lire de 20 titres et j'ai tout logiquement décidé de lancer une lecture hors pile à lire qui n'est donc ni dans la nouvelle ni dans l'ancienne. Enfin l'ancienne, oui l'ancienne. Et parce qu'en fait je suis tombée un petit peu avec la canicule, j'ai du mal à lire et du coup je me suis retombée sur des vidéos YouTube, des vidéos essais de YouTube sur lesquelles, sur le sujet de la manosphère et de ses liens avec la fachosphère et tout ce que ça peut avoir comme impact sur les modes culturels et sociaux qu'on a ces dernières années, notamment tout ce qui est clean girl esthétique, Pilate Princess, skinny talk, etc. Ça peut avoir des liens avec la fascisation de la société, et la fascisation de la société est en lien direct avec les courants masculinistes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un peu déprimant, mais en même temps, c'est bien de connaître son ennemi pour savoir comment le battre. Et dans chacune des vidéos essais que j'ai regardées, il y avait un ouvrage qui ressortait pas mal, qui est Men Who Hate Women de Laura Bates. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Pour l'instant, c'est engageant, c'est bien écrit. Alors, c'est en anglais, je suis pas sûre que ce soit traduit. Si jamais j'ai la traduction, je vous mets la couverture. Du coup, voilà. Je me suis lancée. C'est assez facile à lire, c'est accessible. Il fait que 300 pages, donc je pense que ça devrait être rapide. On verra ce que ça donne, mais du coup voilà, et moi je vous retrouve dans quelques instants pour vous, dans quelques heures ou quelques jours pour moi. Je vais essayer de vous embarquer avec moi un petit peu dans mon été. Faut que je me rappelle de filmer parce que c'est pas une habitude, mais du coup voilà, je vous embarque et on se retrouve tout de suite.
Plot twist, j'ai eu un appel pour un poste dans mon domaine. Du coup, j'ai enchaîné quelques jours qui ont été assez intenses puisque du coup, il a fallu que je fasse 2 jours de tests techniques. J'ai dû travailler voilà, pour le recruteur pendant 2 jours pour prouver ce que je savais faire. Ça a un peu débordé aussi sur le week-end. Et j'ai eu mon entretien aujourd'hui, donc bah, pour faire la restitution de mon travail et pour voir pour que, voilà, qu'on échange, qu'on me pose des questions, qu'on me présente le travail, etc. Donc j'ai pas encore de réponse, je devrais en avoir une dans la semaine. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je sais pas. J'espère vous donner une bonne nouvelle, mais peut-être que ce ne sera pas une. Et du coup, bah, j'ai complètement mis la lecture de côté pendant cette période. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça irait vite, je suis bloquée vraiment sur le même livre depuis bah, bientôt 3 semaines maintenant. Et là, il me reste... Enfin, je suis à 77% d'après ma liseuse. Donc, donc va falloir que je me concentre et je vais essayer d'avancer un maximum pour le finir. J'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain, comme ça je finis de monter et je poste. Parce que potentiellement, si jamais j'ai une bonne nouvelle au niveau de cet entretien, je vais commencer très très vite. Donc j'aurai beaucoup moins de temps pour lire. Ça va être, mon cerveau va être 100% consacré à ce nouveau boulot. Du coup, bah, je voudrais me libérer un peu l'esprit avant et pouvoir passer sur des choses qui me plaisent un peu plus. Et aussi, 2 petites choses. J'ai craqué pour un autre livre. Je sais. Mais là, c'est de la culture. En fait, je suis tombée en rayon sur cette édition que je trouve sublime. C'est l'Odyssée d'Homère. On en parle beaucoup avec le film, que j'ai été voir d'ailleurs, le film de Nolan. Qui était, bon, ça allait, c'était sympa, c'était pas la plus grande adaptation de tous les temps, selon moi. J'ai bien aimé certains passages qui étaient vraiment très chouettes, j'ai bien aimé l'esthétique. Après, il y a des parties pris qui étaient un peu particuliers. J'ai trouvé ça par exemple un peu bizarre qu'on nous dise que Clytemnestre est la sœur jumelle d'Hélène alors que pas vraiment. Il y a aussi des passages, je sais pas, il y a des choses qui sont assez incohérente avec le travail original, mais en même temps c'est une adaptation et je pense que bah, le principe de l'adaptation c'est de voir un peu ce qu'il en est selon la personne qui l'adapte. Mais du coup voilà, et donc là ouais je suis partie avec cette édition que je trouve très très belle. Ça a été traduit par Médéric Dufour et Jeanne Raison, donc je connais pas du tout ces 2 traducteurs et traductrices, mais voilà, j'avais très envie de le tenter. Je l'ai jamais vraiment lu. Alors j'ai fait 7 ans de latin, donc comment vous dire que l'Iliade et l'Odyssée, je connais. Je suis pas la plus grande experte en mythologie que vous rencontrerez, mais je connais quand même un peu. Et c'est vrai que je m'étais jamais lancée dans ma lecture, et je me dis pourquoi pas. C'est l'occasion. Ce sera pas tout de suite, donc je l'ai surtout pris parce que j'avais envie d'avoir le classique dans ma bibliothèque et que cette édition est vraiment très très belle. Et c'est assez rare qu'on nous fasse des jolies éditions des classiques, donc je me suis lancée. Mais c'est pas du tout une priorité, c'est pas du tout une urgence, c'est un peu là pour faire un fond de bibliothèque en gros. Et aussi, je suis très triste parce que j'ai un pop socket sur ma liseuse qui s'est cassé. C'était un pop socket bulle bizarre. Je suis vraiment très triste parce que je l'aimais beaucoup. Et en fait, bah, j'ai été lui chercher un remplaçant. Et je lui ai trouvé cette petite merveille. Donc c'est une petite grenouille avec un chapeau. Et on le voit pas, mais c'est comment? C'est pas de la résine, mais c'est du plastique à l'intérieur, il y a des paillettes. Je pense pas qu'on le voit à l'écran. Peut-être si un petit peu. Voilà, donc très bien, ça va m'aider parce que je vous avoue que on a l'impression que c'est un gadget et c'est le cas. J'ai lu pendant des années sans pop socket, mais en fait depuis que j'ai un pop socket, c'est juste, ça m'a changé la vie. Et du coup, quand j'ai perdu celui que j'avais, enfin quand il s'est cassé, c'était moins confortable de lire. Et du coup là, regardez comment c'est ergonomique. Donc ça va m'aider, je l'espère, à rester concentrée et foncer et finir ce livre qui est très intéressant et qui en plus avec lesquels je peux faire des liens. Je vous expliquerai ça à la fin parce que je pense que voilà, on va en parler. Mais allez, on se lance et on tape dedans.
j'ai fini Men Who Hate Women de Laura Bates. Enfin. Alors je dis pas enfin parce que c'était une torture, hein. Je dis enfin parce que c'est vraiment... Le livre, je l'ai traîné vraiment longtemps, et surtout par rapport à mon rythme de lecture qui est quand même assez rapide en temps normal. Là, je l'ai vraiment traîné, et à un moment donné, je me suis même dit que j'allais peut-être doubler ma lecture avec un autre livre, histoire d'avancer les deux en parallèle, mais en fait, impossible. Impossible de me concentrer, on en parlera peut-être un peu plus après. Mais du coup, voilà, donc il est temps de vous parler de Men Who Hate Women de Laura Bates. C'est un livre qui est sorti en 2020, l'autrice a commencé la rédaction en 2018, et en fait, je m'étais dit que les chiffres allaient être moins d'actualité, mais je pense honnêtement qu'en 6 ans, la seule chose qu'on peut reprocher à ce livre, c'est que il était précurseur, dans le sens où ça a pas beaucoup changé, et même je pense que ça s'est empiré sur pas mal d'aspects. Donc dans cet essai, Laura Bates va revenir sur les différentes catégories d'hommes qui détestent les femmes, et notamment les hommes qui se sont regroupés en fait. Et du coup, donc, on va commencer avec les incels. Donc les incels, c'est Involuntary Celibate. Donc en fait, c'est tous les hommes qui considèrent qu'ils sont célibataires, mais pas par choix, à cause du système, et surtout à cause de nous, les femmes, les grandes méchantes, qui ne veulent pas donner leur chance à des gens, des gars gentils comme eux. Et du coup, en fait, les incels, ils ont un vocabulaire très particulier, c'est un bouillon de culture un peu, ils ont des forums sur lesquels ils se regroupent, ils ont vraiment toute une rhétorique qui est assez particulière. Et c'est beaucoup de haine, c'est beaucoup d'aigreur, c'est beaucoup d'amertume. Et en fait, ça va jusqu'à des meurtres, en fait, finalement, puisqu'il y a quelques incels qui se sont fait connaître avec justement des attentats terroristes et misogynes, et du coup, avec plusieurs dizaines de morts à chaque fois, enfin bref, un enfer. Et en fait, les incels sont vraiment dans cette idée d'en vouloir, mais tellement aux femmes que ça se répercute d'une manière super violente. Donc ça, c'est voilà, les premiers. Si vous voulez vous intéresser un peu plus, méfiez-vous, parce que c'est quand même super sombre. Il y a beaucoup d'appels aux agressions sexuelles, il y a beaucoup d'appels au meurtre. C'est une communauté, je pense qu'il faut... Si vous voulez découvrir un peu plus ce sujet, il faut avoir le cœur un peu accroché. Ensuite, on a un autre courant que je connaissais pas, mais vous allez comprendre très vite pourquoi, parce que c'est un peu fait exprès. C'est The Men Getting Their Own Way. Donc ça veut dire en gros les mecs qui font leur propre route. Et en fait, eux, c'est un peu le même principe. Ils sont tellement déçus des relations amoureuses et des femmes et en fait, ils ont décidé de complètement les évincer de leur vie. Donc ils cherchent plus du tout à avoir de contact avec les femmes. Au contraire, ils les rejettent complètement. Ils veulent rester vraiment que entre mecs, et vraiment ne plus jamais se concentrer sur les femmes. Donc on pourrait penser que c'est un peu mieux, puisque c'est moins violent, étant donné que eux n'appellent pas au meurtre et au massacre, et aux différents sévices qu'on pourrait nous faire subir. Mais en fait, c'est pas mieux, parce que ça entretient toujours un discours très misogyne, et en plus, ça va tellement loin que pour certains de ce mouvement, ça va jusqu'à ignorer les femmes dans son lieu de travail. Faire en sorte de bloquer les promotions de femmes, faire en sorte de bloquer l'embauche de collègues féminines, enfin voilà, ça va quand même très très loin. C'est vraiment une haine qui va dans le rejet pur, alors que les incels, c'est plutôt une haine qui est plutôt axée vers la vengeance. Donc c'est assez particulier. Elle va parler aussi des pick-up artistes. Donc on en entend un peu moins parler, les pick-up artistes, ces dernières années, j'ai l'impression. Mais ils se sont fait connaître avec des méthodes de séduction assez particulières. Dans le sens où c'est beaucoup basé sur le harcèlement, le non-consentement. C'est vraiment forcer et avoir les femmes à l'usure. L'idée, c'est de voir les femmes vraiment que comme des objets, de pouvoir les afficher sur son tableau de chasse. Donc c'est tout un discours qui est assez particulier. C'est pareil, c'est un environnement qui a ses codes, qui a son vocabulaire, sa rhétorique. C'est assez particulier. Ça a évolué ces dernières années. J'ai l'impression que on est allé vers quelque chose de plus pernicieux en termes de pick-up artiste, mais ça reste très, très délétère pour nous en tant que groupe minorisé. Et enfin, on a les Men Rights Activists, donc les militants pour les droits des hommes. Et donc ça, à la base, c'est une bonne idée qui a mal tourné. En gros, dans les années 70, quand il y a eu un peu ce renouveau du féminisme, il y a des hommes qui se sont
alliés aux femmes parce qu'ils étaient d'accord pour dire que le patriarcat c'est dommageable autant pour les femmes que pour les hommes, et du coup ils voulaient se battre auprès des femmes pour justement renverser le système et permettre d'avoir des droits qui seraient beaucoup plus satisfaisants pour tout le monde. Sauf qu'évidemment dans chaque groupe il y a des dissidents, et en fait parmi ces dissidents il y a des hommes qui se sont dit que plus ils étudiaient la question, plus ils trouvaient que les hommes étaient finalement les moins bien lotis dans cette guerre des sexes, et qu'en gros ils avaient beaucoup plus de griefs que les femmes, et qu'en fait ils avaient beaucoup plus de légitimité à être défendus. C'est des hommes qui, du coup, si vous entendez les discours du style le taux de suicide chez les hommes est le plus important, ça vient de là. Les accidents du travail sont plus importants chez les hommes, ça vient de là. Le fait que les femmes obtiennent beaucoup trop souvent la garde des enfants, ça vient de là aussi. Et en fait, c'est un discours qui est très biaisé dans le sens où... Alors, il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, le taux de suicide chez les hommes est effectivement important, mais plutôt que d'aller attaquer le système, d'aller attaquer le patriarcat qui fait que les hommes ont du mal à s'exprimer, ont du mal à aller chercher de l'aide professionnelle, etc., ils vont attaquer les femmes en disant que c'est de leur faute. Ils vont même dire qu'on est dans une gynocratie, donc c'est en gros, c'est l'inverse du patriarcat, en gros que c'est les femmes qui dominent, et que il n'y a pas de plafond de verre ou quoi que ce soit, c'est des mensonges. Au contraire, les hommes sont vraiment les laissés pour compte, et c'est maintenant eux qui sont devenus le sexe minorisé. Donc la délulu is not the solulu. Ça, c'est ce genre de choses qui est assez difficile à lire, parce que je me dis, mais j'ai l'impression que c'est lunaire, enfin c'est lunaire, bref. Et parmi tout ça, du coup, on a des gens qui vont récupérer en fait ces discours. Donc on a notamment des politiciens, on le voit avec Trump, mais pas que, globalement des gens de droite, qui récupèrent quand même pas mal les rhétoriques qui sont utilisées dans ces groupes-là. Ils font aussi appel à ce qu'on appelle des dog whistles. Donc des dog whistles, c'est quand vous utilisez un terme ou une manière de parler qui va être reconnue par un certain groupe, mais pas par le reste. Donc on voit beaucoup de dog whistles, notamment dans les milieux néo-nazis, dans les milieux fachos, et dans la manosphère. C'est des termes, c'est des statistiques, c'est des chiffres, c'est des choses qui sont lancées comme ça. Donc le citoyen et la citoyenne lambda ne reconnaissent pas ce qui se passe, mais par contre les personnes qui savent. Et du coup c'est un appel du pied en fait à un certain type d'électorat. Donc ça, c'était pas une surprise, mais c'est quand même toujours bien de rappeler. Elle parle aussi à un moment donné des trolls, donc des gens qui viennent sur internet soit pour faire exprès de chercher la dénoise, soit pour venir harceler en fait, et majoritairement des personnes des minorités de genre, mais aussi des personnes racisées, perçues comme racisées. Et du coup elle parle voilà, de tout ce qui est troll, doxing. Le doxing ça va très loin, donc c'est du harcèlement à grande ampleur, et ça peut aller jusqu'à la récupération de données privées. Donc divulguer l'adresse de la personne, divulguer son vrai nom et prénom si elle utilise un pseudo, et c'est ce qui peut mettre vraiment en danger certaines personnes. Donc voilà, c'est un peu en lien avec tout ça, c'est en lien avec la manosphère au sens strict et au sens même général. Elle a aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle a dénombré pas mal de choses, elle a essayé d'être assez objective sur les chiffres. C'est vrai que quand on ramène ça à l'échelle de 8 milliards d'êtres humains, ça fait bizarre parce que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est suffisant pour faire un effet de groupe, et je pense qu'en plus ça a dû augmenter ces dernières années. Parce que du coup, et c'est encore un de ces points qu'elle développe, les réseaux sociaux ont été vachement multiplieurs en fait de cette idéologie, parce que les algorithmes, on n'arrive pas à savoir si c'est voulu ou pas, mais les algorithmes en fait vont énormément pousser ces idéologies. Ça peut être juste une histoire d'influence, dans le sens où plus vous avez de l'engagement sur certains contenus, plus par exemple une plateforme comme YouTube va se dire tiens, celle-là je vais la présenter parce que ça marche très bien, donc il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir réagir. Et du coup c'est dommageable, parce qu'en fait les premiers utilisateurs des réseaux sociaux et de YouTube c'est des jeunes.
Et en fait, il n'y a pas le problème de ces algorithmes, c'est qu'ils vous mettent dans une bulle où vous allez avoir que des contenus qui vous correspondent quasiment, parce qu'ils vous connaissent très bien. Au bout d'un moment, ils vont vous proposer que des choses qui vous intéressent et qui vous engagent. Et en fait, à partir du moment où vous tombez là-dedans, vous n'avez plus la possibilité d'avoir un discours contradictoire et vous n'avez plus la possibilité de challenger vos idées. Je dis pas que les jeunes sont irresponsables ou quoi que ce soit, au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont politiquement impliqués et c'est même très inspirant parfois de les écouter, mais avec ce biais, ça fait qu'en fait, on arrive à un moment où les jeunes ne peuvent pas avoir d'autres discours à côté, et c'est ça qui les fait plonger de plus en plus dans des choses super radicales et super violentes. C'est d'autant plus vrai que la plupart de ces influenceurs vont en plus ajouter un rejet des institutions, en mode on vous ment, enfin les chiffres sont inventés, etc. Ils vont sortir des chiffres de leur chapeau pour vraiment aller dans le sens de leur discours. Et ils vont apprendre aux jeunes à se méfier des institutions. Donc en fait, si vous êtes à l'école, que vous êtes un professeur et que vous entendez ce genre de discours, que vous essayez de ramener un peu de vérité, un peu de fait là-dedans, en fait, on va tout de suite se méfier, se braquer et vous dire que non, vous avez absolument pas raison. Et du coup, c'est assez déprimant. C'est d'autant plus déprimant que moi, je fais le parallèle avec justement, j'étais en contact avec une directrice d'une association féministe dans ma ville qui s'occupe de l'insertion des femmes dans certains métiers très masculins. Et en fait, elle nous disait que ces dernières années, et notamment depuis le Covid, elle avait vu un énorme recul des discours féministes en fait. Elle faisait des interventions plutôt en milieu professionnel, mais lui arrivait aussi de faire des interventions en école. Et elle m'a dit qu'elle avait jamais entendu ce niveau de violence, depuis très très longtemps, elle avait pas entendu ce niveau de violence sexiste. Et en fait, faut pas chercher, c'est à cause de ça, c'est une influence qui est grandissante, qui a pris énormément d'ampleur avec les réseaux sociaux. Et c'est vraiment très difficile d'en sortir. L'autrice essaye quand même de rassurer en disant qu'il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gamins qui arrivent à faire la part des choses. Souvent, c'est des gamins qui sont entourés par des proches féministes qui, du coup, ont un autre point de vue là-dessus, qui peuvent échanger aussi avec ses proches, parler de ce qu'ils trouvent sur Internet et de comment ça se passe. Elle a aussi eu affaire à certains incels qui sont sortis du mouvement. Pour certains, c'était parce que le rapprochement incel-fachosphère leur plaisait pas. Pour d'autres, ils ont enfin rencontré une fille qui discutait avec eux, et en fait, plutôt que de tomber dans ce fantasme auto-généré de tout le monde me déteste et c'est pour ça que j'ai pas de succès, c'était de discuter avec des gens et se rendre compte que il y a des portées individuelles, quoi, et que peut-être que tomber dans ces milieux incel et de manosphère, c'est un cercle vicieux. Voilà, ça n'a pas abordé tout ce qui était les trends les plus neuves, on va dire, de la manosphère, mais ça parle quand même des bases qui sont encore là aujourd'hui, des liens que ça peut avoir avec ce qu'on appelle les gym bros, donc les gens qui vont à la salle. Bref, c'était super intéressant. Elle note aussi qu'il y a des initiatives faites par des activistes, des hommes activistes qui sont justement là pour perpétuer un peu cette idée d'être alliés du féminisme, parce que ils sont dans l'idée que le patriarcat est mauvais pour tout le monde, pour les minorités de genre, pour les femmes, pour les hommes, vraiment pour tout le monde. Et du coup, c'est des hommes qui essayent de s'investir beaucoup dans les écoles. Ils essayent de déconstruire un peu tout ce que les jeunes peuvent apprendre sur Internet. Et parce que ils se sont rendus compte aussi qu'une fois que les idées sont mises en place, c'est très difficile de faire changer les gens. Donc ils essayent d'attaquer un peu le mal à la racine. Et de toute manière, ils vont là où la manosphère et la fachosphère va, c'est-à-dire auprès des jeunes, puisque c'est là qu'il y a le public le plus engagé et le plus véhément aussi. Donc voilà, c'était une lecture qui était un peu déprimante, on va pas se mentir, mais c'était une lecture qui était aussi intéressante pour faire un état des lieux un peu des choses, pour se rendre compte de la douleur que ces mecs peuvent avoir. Ça paraît bête à dire, mais pourtant je suis un peu misandre. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que oui, il y a une douleur, il y a un rejet, et c'est aussi pour ça que ça les amène à être autant dans la violence. C'est pas une excuse, on est d'accord. Je vois juste que on est en train de s'enfoncer dans un truc qui est de plus en plus
pernicieux, les gens n'arrivent plus à s'en sortir, ils sont vraiment enfoncés dans leurs idées et ça devient très compliqué. Du coup voilà, donc c'est ma petite conclusion sur ce livre. Une bonne lecture, je suis un peu déçue qu'il soit pas traduit en français, mais voilà, c'était assez, ouais, assez déprimant quelque part, mais en même temps il y avait un peu d'espoir et du coup je me dis bon, il existe encore des mecs bien, not all men comme on dit, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile à trouver quoi. Et donc c'est ce qui conclut ce vlog. Je vous avoue que je m'attendais pas à faire un vlog pour un seul livre et encore moins passer 3 semaines dessus. Je pense que vraiment c'est les canicules qui ont vraiment impacté ma santé physique, mais comme celle de tout le monde, hein. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Même quand les températures ont baissé dans ma région, c'était devenu difficile parce que faut s'en remettre, mine de rien. Il y a eu pas mal de mouvements aussi ce mois de juillet, puisque du coup j'ai eu des petites nouvelles. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai une très bonne nouvelle. J'ai du coup été retenue pour le poste sur lequel j'ai passé des entretiens donc cette semaine. Et je commence très rapidement puisque je commence la semaine prochaine. Donc le mois d'août va être intense puisque ça va nécessiter pour moi de reprendre un rythme, de reprendre le chemin du travail, de refaire du 9h-18h. Donc ça va être particulier. Et puis m'adapter à une nouvelle entreprise, à des nouveaux codes, à des nouvelles personnes. Donc je pense que ça va être très demandeur. Du coup, j'avais prévu de faire plusieurs vlogs cet été. Déjà, j'avais pas prévu que le premier prendrait 3 semaines, donc my bad. Mais j'avais prévu de faire plusieurs vlogs cet été pour justement m'aider à diminuer cette pile à lire. Mais au final, ça va peut-être être un peu compromis. Je vais voir. J'aurai peut-être du temps quand même le soir ou le week-end pour lire. Mais je pense que ça va être quand même un peu juste. Donc on verra ce que ça donne. Du coup, encore une fois, je vous donne pas de date pour la prochaine vidéo. Je vais faire de mon mieux. J'espère revenir quand même assez rapidement et puis avec plusieurs livres sous le coude pour pouvoir un peu vous les présenter et pour pouvoir diminuer cette pile à lire. J'ai repoussé la fin de l'objectif, ce sera fin 2026. J'espère finir d'ici la fin de l'année parce qu'en plus il y a de plus en plus de titres autres que ceux que j'ai qui m'intéressent et du coup je sais que là je suis en train d'entrer dans une phase où j'ai tellement moins envie de lire ma pile à lire que j'ai presque envie de tous les donner et de repartir à zéro. Et ça m'embête, donc je vais essayer quand même de me reconcentrer là-dessus. Je voudrais aussi en profiter pour faire un petit message pour toutes les personnes qui sont impactées par les incendies qu'on a eu en France ces derniers jours et ces dernières semaines. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vos animaux vont bien. Je suis vraiment vraiment désolée de la gestion de la crise par notre gouvernement. C'est pas moi qui suis en tort, mais j'ai vraiment énormément d'empathie pour toutes les personnes sinistrées. Je sais que je vais pas pouvoir vous apporter énormément de réconfort avec mes mots. J'ai pas envie non plus d'enfoncer le couteau dans la plaie en disant que c'est sans doute les premières crises qu'on va vivre, mais pas les dernières. Je pense juste que c'est un moment pour se positionner, notamment pour les élections présidentielles de l'année prochaine. C'est important qu'on fasse des choix en connaissance de cause. Et quand je parle des choix en connaissance de cause, je veux dire LFI. Je sais que je me ferai pas toujours des amis. Je sais que d'un point de vue anarchiste, le vote ne sert à rien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on utilise tous les leviers qu'on a pour faire en sorte pas de renverser la situation, mais au moins de la ralentir. Et d'avoir de meilleures bases pour la suite parce qu'il y a vraiment, l'anxiété est de plus en plus forte, que ce soit en termes d'écologie, de droits sociaux, de tout ce que vous voulez. Et du coup, je pense que il est temps il faut qu'on fasse front. C'est pas évident de parler de ça sur une vidéo YouTube. Je sais que j'ai pas énormément de portée. Je sais que sûrement certains d'entre vous me diront bye bye à la suite de ce commentaire. Mais je tenais à le dire, c'est important. Encore une fois, tout mon soutien. Je sais que la canicule recommence aussi dans la moitié sud du pays. Donc là aussi, tout mon soutien. On est vraiment dans un été affreux et je pense qu'on a tous hâte qu'il se termine. Moi, en attendant, je vous souhaite vraiment de faire attention à vous, de prendre soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.